Bonjour à tous, donc je suis Mohamed Kouitir. On va démarrer maintenant pour ne pas perdre trop de temps, puisqu'on a 1 heure et demie, que ça va être short. Je vous remercie d'être parmi nous aujourd'hui. Bonjour Caroline, bonjour Delphine. Je Bonjour vous propose, Mohamed. je te propose Caroline de passer à la slide suivante de suite. On va attaquer de suite, on ne va pas perdre de temps. Donc le programme de l'atelier aujourd'hui, il est assez simple. On a 1 heure et demie ensemble à passer. On va d'abord commencer par faire connaissance ensemble. Puis je vous présenterai très succinctement qu'est-ce que c'est ce MySense Lab. Ensuite, notre amie Delphine est invitée surprise, nous parlera des défis pour l'industrie. Caroline interviendra sur tout ce qui est la démarche pour opérationnaliser les changements qui s'appelle le FSSD. Et enfin, si nous arrivons à tenir le timing, et nous le voulons absolument, nous souhaiterons pouvoir échanger avec vous, puisque c'est l'intérêt de pouvoir se rencontrer, c'est de communiquer et de parler sur ce dont on vient de parler. Slide suivante, s'il te plaît. Merci. Donc, ce que je vous propose, c'est dans un premier temps, je ne sais pas si vous avez la possibilité de le faire ou si c'est uniquement Caroline qui a le pouvoir de le faire, d'allumer vos caméras, pour ceux qui le souhaitent. Ça sera plus sympa pour nous. Et puis d'allumer vos micros, et puis chacun à votre tour de vous présenter prénom, âge et métier. Ensuite, ce que je vous proposerai, c'est d'utiliser le chat pour répondre à la question: dans quel objectif avez-vous choisi de participer à cette rencontre? Je serai l'animateur de la session, et donc je suivrai les questions et les interventions sur le chat tout au long de l'intervention de Caroline et de Delphine. N'hésitez surtout pas à interagir sur le chat, ça me permettra éventuellement de rebondir ou de poser des questions. Bienvenue Mathilde, bonjour, il n'y a pas de souci pour le retard. Et enfin, si vous avez des attentes particulières, n'hésitez pas à les poser aussi sur le chat. Donc pour résumer, vous vous présentez nom, prénom, âge et métier, et puis vous nous mettez sur le chat si vous avez des objectifs en particulier et si vous avez des attentes particulières. Je vous remercie. Vous pouvez y aller, on va commencer, c'est super, vous avez noté votre nom et prénom sur les docs. Alors, je propose à Émeric de se présenter en premier, puisque c'est lui que je vois en premier. Bonjour, donc Émeric Salmon, j'ai 34 ans et j'ai deux casquettes aujourd'hui. Je suis administrateur de Safilin, qui est un des partenaires des Fashion Green Days, une filature de lin. Et je suis depuis peu consultant chez Imagreen, qui est un cabinet de RH dédié à la RSE. Merci Émeric, bienvenue. Alors, je vais enchaîner par... Attendez, j'essaie de passer. Camille Meyer, s'il vous plaît, pouvez-vous vous présenter? Bienvenue. Bonjour, merci pour cette présentation. Donc, prénom Camille, âge 33 ans, métier, je suis professeur en école de commerce. Dans quel objectif avez-vous choisi de participer à cette rencontre? Je travaille avec mes étudiants sur la nécessité ou comment mettre en place une stratégie de développement durable dans différentes approches, qu'il s'agisse de faire des stratégies en lien avec le changement climatique, mais aussi en lien avec la préservation de la biodiversité. Et dans un de mes cours en entrepreneuriat social, je travaille sur les questions d'économie circulaire. Donc, c'est vraiment important d'avoir des perspectives de praticiens dans cette dynamique. Donc, une attente particulière, comment mettre en place une stratégie de développement durable d'un point de vue stratégique, exécutif, au niveau bien du directeur ou du conseil d'administration, mais aussi au niveau des managers. Comment est-ce qu'on met ça en place Super. pour des nouvelles entreprises, mais aussi des entreprises existantes d'une certaine... Merci Camille. Alors, je vais être un peu mal poli avec vous aujourd'hui parce que je dois timer, mais c'était génial. Très, très belle présentation. Merci beaucoup Camille. Alors, je pense que c'est soit Valérie, soit Virginie Vasilevski. Est-ce que je suis bien tombé? J'ai tenté. Bonjour. Vous m'entendez? Vous m'entendez plus? On vous entend, nous. Alors, on va passer à une autre personne en attendant. Sarah, est-ce que vous pouvez vous présenter? Ah, d'accord. Ok, styliste pour enfants, pour Sonia Requiel, très bien. Julie Foucard, bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter? Ah. Bonjour. Bonjour? Oui, vous m'entendez? Oui, oui, oui. Oui, bonjour. Donc, moi, je suis directrice recherche Production Insight. Donc, on n'est pas du tout en textile, mais on va dire, pour faire simple, qu'on fournit formation et de la donnée au secteur du luxe, mode, beauté. Et donc, moi, comme je chapeaute la recherche, j'ai beaucoup travaillé sur les aspects développement durable, fashion tech. Et donc, je suis là pour continuer cette recherche et connaître les nouveaux enjeux et pour pouvoir renseigner éventuellement nos clients qui peuvent avoir des questions dans ce domaine. Voilà. Très bien, merci.
Merci. Et je vais demander, merci beaucoup, je vais demander à Justine Rebolt de se présenter, s'il vous plaît. Oui, bonjour. Bonjour, bienvenue. Justine, j'ai 33 ans et j'ai créé Slow Mode, qui est une marque de vêtements de seconde main et d'upcycling. Et on travaille aussi avec les marques sur la troisième vie, sur le cycle de vie des vêtements, sur leur troisième vie. Et je suis bénévole au Fashion Green Days et je prends les notes pour votre conférence d'aujourd'hui. Vous êtes géniale, Justine, bienvenue. Merci beaucoup. Lucie, s'il vous plaît, pouvez-vous vous présenter? N'hésitez pas à nous poser vos objectifs, hein, si vous avez des objectifs en particulier, ou nous présenter vos attentes. Lucie, êtes-vous parmi nous? Allez. Alors, je vais en profiter. Violaine, est-ce que vous pouvez... Ah, directrice RH, c'est Camailleux. Nickel. Merci, Violaine, pour votre présentation. Vous nous entendez, Violaine? Non? Oui? Ah, très bien. Génial. On vous entend. Nous, on vous entend. On vous entend. Tout va Ah, bien. vous m'entendez? Oui, on vous entend. Votre Ah, micro canon. votre micro est ouvert. Donc, Violaine Vasilevski, directrice RSE chez Camailleux. Très bien. Voilà, donc je suis partenaire de Nordcrea, donc de maintenant Fashion Green Hub, et donc je suis avec attention les ateliers et conférences de cette semaine. Voilà. Eh bien, écoutez, bienvenue parmi nous. Merci de votre présence. Alors, je crois que Lucie ne m'a pas entendu. Je vais tenter. On a une autre Violaine parmi nous. Ah. Non. OK. Mathilde Debelle, pouvez-vous vous présenter? Je ne sais pas si on l'a déjà faite. Oui, bonjour. Bonjour, bienvenue. Du coup, Mathilde Bell, 26 ans, et je suis chef de projet chez Peep My Team. Donc, on est une société qui aide les entreprises à communiquer en fait par l'objet et le textile publicitaire. Et on est en train de passer en certification Bicorp. Donc, je pense que vous devez peut-être connaître, je ne sais pas. Bien sûr. Donc voilà, donc je suis là pour suivre cette semaine un peu autour du green et voir un peu comment on peut améliorer notre stratégie aussi au niveau du textile, notre recherche sur le green, et voilà. Super. Merci beaucoup, Mathilde. Merci. Alors, je pense que j'ai fait intervenir tout le monde. Si j'ai oublié quelqu'un, j'en suis désolé parce que comme j'ai une liste de noms qui défile, est-ce que les personnes qui ne sont pas présentées peuvent éventuellement se présenter? Si ce n'est pas le cas, vous pouvez vous couper vos caméras si vous le souhaitez, ou les laisser, si vous préférez les laisser. Vous êtes bien sûr le bienvenu parmi nous. Est-ce que tu peux changer la slide, s'il te plaît, Caroline? Je vais passer à la présentation de MySenseLab. Alors, l'idée ce matin, ce n'est pas de vous parler très longtemps de nous. Je vais juste poser rapidement des éléments. Qu'est-ce que c'est MySenseLab? MySenseLab, c'est un territoire, un espace-temps dans lequel vous allez pouvoir trouver, découvrir un moyen, une approche qui existe depuis 30 ans, qui permet de prendre soin de soi, des autres et du vivant, mais aussi de changer de trajectoire vers des sociétés à prospérité renouvelée. Alors, je fais un peu de teasing parce que l'idée, ce n'est pas de tout vous dire maintenant. Caroline le dira beaucoup mieux que moi. Caroline Gervais, qui est notre directrice scientifique, je te laisserai te représenter après. En tout cas, je voudrais remercier mes acolytes du jour, Delphine Souquet et Caroline Gervais, qui vont vous présenter cette intervention sur les Fashion Green Days. Et j'en profite pour remercier l'équipe des Fashion Green Days pour leur confiance. Je te propose de te donner la main, ma chère Delphine, et on démarre. Bonjour à tous. Donc, ravie d'être présente pour ces Fashion Green Days. Donc, c'est un moment comment dire, de partage. Donc, je voulais vous présenter le média dont je suis fondatrice d'un média qui s'appelle Too Good Media et d'une agence créative. C'est un média qui traite de la mode, de l'art, et qui a pour objectif de transmettre vers les nouvelles générations, parce que je suis convaincue que les générations Z, les générations des millennials, ont un état d'esprit, une ouverture pour la sustainability, qui est totalement un phénomène totalement nouveau. Quand on regarde les analyses, les sondages qui sont faits auprès des jeunes, 66% des jeunes seraient prêts à acheter sustainable. Donc, c'est un phénomène de société très, très important. Donc, moi, je travaille avec mon média sur ces sujets-là, sur des contenus fashion et artistiques également, parce que je ne fais pas de différence en fait dans la contamination des domaines de l'art, de la mode, pour parler de sujets à la fois culturels et aussi des sujets importants comme la sustainability. Et j'utilise pour cela un média, le podcast, qui est un médium long et qui permet de traiter en profondeur ces sujets.
Parce que ce que l'on constate en fait dans les médias, donc c'est déjà qu'il y a une grande défiance de la presse écrite auprès des jeunes et qu'on arrive grâce à l'audio, au contact humain, à créer une relation particulière pour pouvoir communiquer avec des clients et créer un esprit de communauté grâce au podcasting. C'est ce que j'utilise. Donc aujourd'hui, je trouvais que c'était important d'introduire en fait cet axe de la communication qui est tout à fait novateur, et avec les nouveaux médias, on arrive à communiquer auprès d'un public très très large. Parce que la difficulté dans toutes ces approches, c'est le reach. Donc c'est qu'un message arrive à une communauté, aux clients. Voilà. Effectivement, ce qui était très intéressant, alors je vais dire pourquoi on vous a fait une surprise, c'est parce que notre chère amie Delphine Souquet vit en Italie et qu'elle est très proche du monde fashion, et on trouvait très intéressant de croiser le regard de Delphine avec celui de Caroline, ce qui va donner encore plus de valeur ajoutée à cette masterclass. Je te propose, Caroline, de passer à la slide suivante peut-être, et puis d'enchaîner peut-être. On y va? Voilà, donc typiquement, dans cette activité de médias, je couvre de nombreux événements parce que le monde de la mode, les modes artistiques sont rythmés par des salons et des Fashion Week qui sont des moments de partage, de rencontre des communautés qui sont exceptionnels. Donc, j'ai à la fois une casquette média. Donc, sur toogoodmedia.com, vous pourrez aller voir les événements que je couvre où je donne la parole. Voilà, mon objectif, c'est vraiment de donner la parole au premier plan aux personnalités qui font l'industrie de la mode d'aujourd'hui pour qu'elles s'adressent directement en fait à leur communauté. Donc là, en l'occurrence, c'est un événement pour Jill Sanders. Ça vous illustre bien les conditions dans lesquelles j'interviens pour le podcast et pour le média. Donc, Jill Sanders, durant la Design Week de Milan, donc on est plutôt sur un événement design, mais qui aujourd'hui fait intervenir des acteurs de la mode et aussi pour parler d'enjeux de sustainability. Donc, vous voyez en fait, en photo, ce sont les deux designers, Luke et Lucy Meyer, qui sont les protagonistes de ce cocktail qui a été réalisé pendant la Design Week à Milan. Et ils ont invité pour cela une artiste, donc on voit la réunion du monde de l'art et de la mode, Linda Tegg, qui est spécialisée en fait dans des expositions du vivant. Voilà. Et donc, ils ont utilisé le showroom de Milan, ils ont vidé le showroom de Milan en fait pour le remplacer par cette installation de nature vivante. Ce sont des herbes que Linda Tegg est allée chercher aux quatre coins de Milan pour cette exposition. Et donc, j'ai fait l'interview de cet artiste que j'ai mise en ligne avec un reportage de l'événement. Et je trouve que c'est typiquement représentatif du pouvoir voilà, de la communication autour des événements. Et donc, en l'occurrence, ces herbes, cette installation, la marque et l'artiste ont voulu mettre en avant le non-vivant. Donc, c'est même pas de se poser la question de comment l'homme, comment préserver la nature, l'environnement autour de nous, mais véritablement de déplacer le focus sur le vivant, comment réussit-il à coexister autour de l'homme. Donc, s'intéresser d'abord au vivant. Et donc, le podcasting vous permet de couvrir une multitude de situations. Et dans l'industrie de la mode, on a une multiplicité de situations liées à la complexité de ce secteur. Donc, la situation vis-à-vis de la sustainability est différente selon le type d'acteur. Donc là, je vous ai mis quelques grands types d'acteurs. Donc, bien sûr, il y a les géants du luxe qui ont les plus grosses productions et qui donc ont des problématiques aujourd'hui de supply chain, qui produisent en d'énormes quantités. Donc, il est parfois difficile de déployer des approches sustainable compte tenu en fait de leur taille. Donc, il y a d'autres acteurs, comme par exemple les startups. Il m'arrive beaucoup de rencontrer dans des événements de Fashion Week des startups qui sont sustainable, qui ont la sustainability dans leur DNA et qui ont des approches très innovantes sur la recherche de matière, sur la fabrication aussi
de matière pour leur collection sustainable. Donc, vous avez d'autres problématiques pour les acteurs du fast fashion qui, eux, sont construits en fait pour un monde qui vise la quantité et le prix moindre. Donc, pour eux, c'est une problématique de s'adapter aux enjeux de sustainability qui est totalement différente. Et puis, vous avez d'autre part les acteurs du textile qui, pour eux, pour le coup, ont une longue tradition de recherche sur les matériaux et qui peut-être sont moins, ont des initiatives qui sont un peu plus dégagées des enjeux business. Voilà. Donc, les tensions aujourd'hui qui se posent sur l'industrie de la mode sont nombreuses. Donc, d'un point de vue de la réglementation également, que ce soit le British Fashion Council, que ce soit l'Institut américain de la mode, il existe de nombreux standards de l'industrie et les designers qui sont membres de ces organisations donc, ont de plus en plus en fait, de pression du système pour les amener en fait à se poser la question sur leur approche sustainable, sur les matériaux qu'ils utilisent. Donc, la sustainability est de partout dans le cadre réglementaire. Donc, en plus, il y a par exemple, sur les acteurs des grandes plateformes, les Amazon, les Zalando, par exemple, commencent à introduire aussi des labels vis-à-vis de leurs fournisseurs, vis-à-vis des marques qu'ils représentent sur leur plateforme. Et donc, on se retrouve dans des situations où certaines marques risquent de sortir du jeu ou risquent donc d'être mises hors course, n'étant pas sustainable. Donc, il y a une très, très grosse pression de l'environnement réglementaire et aussi des pratiques de l'industrie. D'un point de vue aussi des people, donc c'est clair que les clients sont de plus en plus sustainable. Je vous parlais des 66% de jeunes qui sont prêts à acheter sustainable et il y a d'énormes mouvements de communauté aujourd'hui. Par exemple, si on cite Fashion Revolution, c'est une communauté qui est active toute l'année, qui demande la transparence en fait. L'idée, c'est de faire bouger les pratiques de l'industrie en utilisant le pouvoir des communautés. Donc, que ce soit les acheteurs, les clients, mais également une communauté plus large d'acteurs, mobiliser l'ensemble de la communauté à travers les médias sociaux notamment. Donc ensuite, pression bien sûr aussi avec les fournisseurs. Donc la question de la relation avec les fournisseurs est au centre de toutes les préoccupations. Voilà. Donc souvent, les approches en matière de sustainability, donc notamment dans l'industrie textile, sont très tactiques et visent l'analyse du cycle de vie. Donc, il m'arrive très souvent d'interviewer des CEO, des COO ou des designers qui me parleront d'une approche particulière sur le packaging, par exemple, sur une approche de recycling. Donc, je constate dans les événements que je couvre des multitudes en fait, d'actions tactiques focused en fait, sur un ou plusieurs sujets, soit les économies d'eau, de matière, la réalisation de capsules aussi par certaines marques, donc notamment les grosses marques, les big names qui feront une capsule sustainable. Par contre, en matière d'approche globale, donc la sustainability est plutôt limitée à l'approche en fait, RSE de l'entreprise. Donc, on constate en fait tous les acteurs, notamment Ellen MacArthur qui est membre du British Fashion Council, a rappelé cette année en fait que malgré toutes les actions tactiques qui sont engagées, au total, de façon globale mondiale, on a simplement 1% des matières qui sont utilisées pour l'industrie textile et fashion qui sont recyclées aujourd'hui. Et quand on regarde le nombre de fois qu'un vêtement est porté,
on porte 30% moins les mêmes vêtements qu'il y a 15 ans. Donc, il y a vraiment une urgence à agir de façon systémique, d'avoir un système de pensée qui soit systémique et non pas uniquement tactique. Voilà, donc on terminera par cette citation de Kate Fletcher qui a une approche globale de l'industrie de la mode, parce qu'on parle souvent de l'industrie de la mode et le deuxième plus pollueur au monde, mais il ne faut pas dissocier l'industrie de la mode des matières textiles aussi. Donc c'est une approche qu'il faut avoir, de s'intéresser en fait à la relation qui existe en fait entre les matières, les vêtements et les hommes qui les créent. Parce que tout provient de quelque chose. Un vêtement provient d'une matière et un homme a travaillé dessus. Donc, véritablement, il y a un mouvement de l'industrie globale qui devient puissant, une voix très très forte, pour penser de façon systémique cette industrie et ne pas limiter à des approches partielles, parce qu'on n'atteindra pas les objectifs globaux que nous nous sommes donnés. Voilà, donc c'est là où s'est fait le lien effectivement et la rencontre et la conversation du coup dans un de tes podcasts, Delphine, sur justement une approche systémique comme le FSSD. Donc c'est ce qu'on va voir maintenant de manière un petit peu plus précise ensemble. Alors, dans ce que permet la précision du temps que nous avons, mais qui va nous permettre un petit peu de brosser les logiques par lesquelles on peut enclencher en fait une transformation plus globale, pour être parfaitement conscient de tous les enjeux auxquels on a affaire, et sans pour autant être en capacité de les traiter, mais en tout cas avoir ce niveau de conscience, savoir quelles sont les questions sur lesquelles il faut se centrer. Et du coup, ça permet déjà de finalement se connecter à des acteurs divers et variés, à challenger ses chaînes de valeur, son secteur dans son entièreté. Alors là, la particularité, c'est qu'en fait, cette démarche, vous allez le voir, elle a une bonne histoire déjà, puisqu'elle a pratiquement 30 ans de retour d'expérience, mais effectivement, il y a peu d'histoire ou pas d'histoire dans l'industrie du textile et de la fashion. Donc, j'espère qu'on va pouvoir engager cette perspective très bientôt. Donc, pour commencer, je vais refaire la big picture. La big picture, parce qu'on ne va pas repartir sur tous les détails des enjeux auxquels on est confronté aujourd'hui, mais en fait, aujourd'hui, ça se résume dans ce gros mot, l'anthropocène. L'anthropocène, c'est une réalité. Aujourd'hui, je pense que là, on ne va pas commencer à tergiverser sur ça. Il y a beaucoup de voyants qui sont rouges, à la fois en termes environnementaux et en termes sociaux. Et en fait, l'anthropocène, c'est reconnaître que l'activité humaine a une puissance telle d'interaction avec les systèmes dont on dépend aujourd'hui qu'on lui donne le nom d'une ère géologique. Donc, c'est l'activité humaine comme une force géologique. Et donc, quand on prend conscience de ça aujourd'hui, nous, petits êtres humains du XXIe siècle, et forcément, ça nous renvoie à notre interdépendance au système Terre et à notre responsabilité aujourd'hui. Qu'est-ce que l'on va choisir de faire pour animer des futurs dans lesquels on a envie de s'inscrire, des futurs qui soient porteurs du vivant et inscrits dans le vivant, plutôt que des futurs, effectivement, où on voit dans lesquels les choses se délitent au niveau environnemental et au niveau social. Alors, bien sûr que l'humanité dans son ensemble n'a pas de stratégie mortifère. Là, quand on commence à avoir ce type de conversation, on est complètement à côté du sujet. La dynamique globale de l'humanité aujourd'hui, elle est centrée sur le vivant, sur la vie, sur de meilleures vies ensemble. Ça fait des années qu'on se le répète. La première définition du développement durable, elle a été posée en 1987. Il est toujours bon de la rappeler parce qu'il y a beaucoup de détracteurs autour de ces deux mots de développement durable qui tentent à nous faire croire que le développement durable, c'est has-been. Mais réalisons déjà cette proposition de dire qu'est-ce que ce serait un développement qui répond aux besoins du présent, sans compromettre la capacité de génération future de répondre aux leurs. Donc, qu'est-ce que ça induit en termes de manière de réfléchir, en termes de positionner son activité économique dans ce grand système Terre. On a réaffirmé ce désir de vie et ce désir de prospérité renouvelée au travers
des objectifs du développement durable qui ont été posés au niveau international en 2015. Il y a 17 objectifs du développement durable. La clé de ces objectifs, et en lien avec ce que vient de nous dire Delphine, c'est de ne pas avoir la tentation qui est les stratégies un peu que l'on cherche à avoir les uns les autres, de dire je prends 1, 2, 3 objectifs et je m'occupe de cela. Non, ces objectifs, ça a été réaffirmé encore l'année dernière, ils doivent être traités de manière systémique. Alors après, on n'est pas acteur de tous ces objectifs, hein, ça c'est clair, mais en tout cas, c'est intéressant de les regarder de manière systémique parce que souvent, quand on résout des problèmes dans une dimension, on va générer les problèmes dans l'autre. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas se permettre de dire moi je me focalise que sur la biodive ou que sur la justice climatique. Il faut pouvoir avoir ce regard global. Donc ça c'est la dynamique dans laquelle l'humanité est inscrite. Après, si on regarde par rapport à des acteurs économiques, c'est vrai que pourquoi ne pas oser cette question de et si le développement durable est une clé d'intelligence économique? Là, je vous ai mis une des dernières expressions autour de ça qui vient de la dirigeante du groupe Solvay, donc un groupe dans l'industrie de la chimie, avec un titre dans le Wall Street Journal du 12 octobre, donc il y a quelques jours, et où elle affirme effectivement que le sustainability is profitability. Et donc, on la retrouve du coup à cette rencontre du Financial Times sur Global Moral Money Summit. Donc, c'est effectivement de dire qu'au-delà de la dimension morale, il y a un enjeu économique et qu'effectivement, aujourd'hui, de ne pas vouloir entendre les enjeux sociaux et environnementaux, finalement, ça va finir par coûter très cher au lieu effectivement de chercher à comprendre ces règles du jeu pour que justement l'écologie s'aligne avec l'économie. Alors là, c'est quelque chose qu'on entend en 2020, mais il y a des histoires qui remontent à bien plus longtemps que ça. Donc là, la démarche dont je vous parlais, je vous disais qu'elle a une trentaine d'années. Là, je vous ai mis un exemple de Electrolux, donc, qui est une des premières entreprises suédoises qui a engagé avec cette démarche donc, au début des années 90. Là, je vous ai mis dans une vieille télé vintage la présentation qui avait été enregistrée en 1994 par donc, la personne qui a l'initiative du développement de cette démarche, qui raconte comment Electrolux s'est engagée dans cette démarche parce que justement elle s'est pris un coup sur la tête avec la réglementation qui est tombée sur les CFC, donc qui sont ces gaz réfrigérants qui étaient dans tous les réfrigérateurs de l'époque. Et en fait, ça a fait que sous ce coup de semonce, finalement, cette organisation-là s'est engagée dans ce type de démarche systémique et stratégique que je vais vous présenter un peu plus tard. Et leur PDG, 10 ans plus tard, disait on a mis du temps à réaliser qu'en fait, d'avoir eu ce regard stratégique sur les questions qui nous seraient posées au long cours nous a permis d'enclencher tout de suite des transformations ou des recherches, mais en tout cas de ne pas attendre que les réglementations tombent ou les problèmes tombent et d'avoir cette longueur d'avance, donc d'être vraiment stratégique et du coup d'avoir économisé beaucoup d'argent et permis de se positionner sur des marchés au contraire de certains de nos compétiteurs. Donc là, c'est une présentation, le lien pourra vous être transmis pour ceux qui sont curieux. Un autre exemple dont on entend beaucoup parler, alors après, ça dépend dans quel secteur d'activité vous êtes, mais Interface, je pense qu'au niveau de toutes les entreprises, c'est une entreprise qui fait du revêtement de surface, donc de la dalle de moquette, qui a été la première entreprise américaine qui s'est engagée dans cette démarche. Là, vous voyez son PDG, Ray Anderson, qui avait déjà eu l'intelligence, quand il a monté sa boîte en 1973, de partir plutôt sur des dalles de moquette que sur des rouleaux de moquette, qui finalement s'est révélé 20 ans plus tard être un avantage compétitif sur le champ du développement durable, bien que ça n'ait pas été ça son intention au départ. Mais surtout, lui, au milieu des années 90, pareil, des consommateurs les ont challengés, ses employés à l'intérieur de l'organisation l'ont challengé, et lui, il a pris conscience qu'en fait, il faisait du bon business, mais en fait, ce n'était pas du bon business de manière systémique, c'est-à-dire que oui, c'était bien en termes de cash, mais que derrière, il y avait un paquet de problèmes pour la société, pour l'environnement, et que peut-être ils pouvaient inventer d'autres manières de faire du bon business, ce qu'ils ont fait. Et aujourd'hui, Interface, c'est une entreprise leader sur tous ces sujets de sustainability, et ils sont très, très avancés. Et là, je vous ai mis le lien qui racontent en fait leur histoire, parce que maintenant, ça fait plus de 25 ans qu'ils sont engagés, donc ils commencent à pouvoir faire des rétrospectives sur comment est-ce qu'ils se sont engagés, et là, en fait, en disant, on a travaillé avec cette clé de lecture-là, qui nous a permis de détecter où étaient nos enjeux, et aujourd'hui, ça nous a permis
encore de décider comment est-ce qu'on avance de manière stratégique. Et vous verrez un exemple que je vous montrerai tout à l'heure, où on verra que ensuite, ils ont engagé leurs fournisseurs, leurs clients dans cette démarche. Alors là, j'ai posé ça d'emblée parce qu'en fait, je pense qu'il faut réussir à déconstruire quelques croyances et j'espère que là, on est dans une conversation où effectivement, il faut pousser ces arguments-là. C'est-à-dire qu'on entend encore trop souvent le développement durable, ça paiera quand tout le monde s'y sera mis, c'est-à-dire que toujours cette attente de dire il faudra que la réglementation soit la même pour tous et à ce moment-là, on s'y mettra. Mais en fait, là, ce que montrent ces entreprises, c'est que d'avoir compris les règles du jeu, de se mettre en route, fait que de toute façon, il y a un bénéfice pour l'organisation, au-delà du fait qu'il y a un bénéfice pour le système au global. Mais que le défi aujourd'hui, c'est que s'il n'y a que quelques pionniers qui sont toujours là à la manœuvre, de toute façon, on est dans un système intégré, mondialisé, et il n'y a pas d'autre planète que la planète Terre. Donc, il s'agit maintenant que des secteurs entiers s'emparent de ces logiques-là. Et puis, l'autre croyance qui est vraiment persistante, c'est de dire, oui, mais le développement durable, on ne peut pas le définir de manière opérationnelle. Donc, moi, concrètement, comment est-ce que je peux définir ce que je fais, ce que je ne fais pas, ce que je sélectionne comme stratégie, ce que je sélectionne comme orientation et développement pour mon business. Donc là, on va voir qu'en fait, les deux exemples d'Electrolux et de Interface montrent que déjà ça, ce n'est pas une réalité et qu'en fait, ça, c'est une autre manière de penser qu'il faut réussir à enclencher. J'allais te couper la parole 2 secondes. N'hésitez pas à réagir sur le chat ou n'hésitez pas à poser des questions. Hein. Je vous relance. N'hésitez pas à être actifs. Hein. Je partagerai avec Caroline et on va avancer à vous répondre. Hein. Merci. Pardon, Caroline. Pas de souci. Alors, du coup, cette démarche, donc elle a un petit nom. Elle s'appelle FSSD, donc qui veut dire Framework for Strategic Sustainable Development. C'est une démarche qui a été développée à la fin des années 80 en Suède. Et l'histoire est intéressante parce qu'elle a été développée en fait par un cancérologue. Et ce monsieur, donc Karl-Henrik Robert, que je vous ai montré dans la petite vidéo, dans la petite télé un peu vintage tout à l'heure, lui, en fait, il raconte que quand il était dans la recherche contre le cancer et que l'on ne savait pas quelle était la source des cancers, la recherche était très compliquée parce qu'en fait, ils étaient en train de tenter de comprendre des maladies, pas à partir des symptômes. Et donc, dans ces cas-là, c'était compliqué parce que les symptômes, c'est toujours trop tard en fait. Et puis, traiter des symptômes, ça ne veut pas dire qu'on traite la source des cancers, donc ça veut dire qu'on n'est pas très efficace. Et par contre, il dit le moment où on a compris quelles sont la source des cancers, alors là, du coup, la recherche, elle s'est structurée et a été beaucoup plus efficace puisqu'en fait, il s'agissait de tuer ces cellules souches sans tuer la personne qui contenait ces cellules souches. Et donc, en fait, quand il s'est intéressé aux enjeux du développement durable, et donc là, on est en 1988, on est juste après la définition de Brundtland que je vous ai montré tout à l'heure, il s'interroge, il commence à discuter donc, avec des scientifiques dans ce domaine-là, et il se rend compte qu'en fait, tout le monde est en train de parler de symptômes, c'est-à-dire tout ce qui ne va pas, les enjeux, les impacts, oui, tel produit, non, telle quantité, enfin voilà, chacun est sur sa branche en train de voir le développement durable depuis sa perspective, mais qu'en fait, finalement, il y a très peu de conversations centrées sur la source de la non-durabilité de nos sociétés. Et donc, lui, il s'est dit, il y a une responsabilité des scientifiques de, bien sûr, ne pas être d'accord sur tous les détails de futur où on aura réussi à transformer parce qu'on n'a pas toutes les clés aujourd'hui. Mais par contre, ce serait à minimum intéressant de pouvoir se mettre d'accord en tant que scientifique sur les sources de la non-durabilité qui permettrait de transmettre ça à toute la population pour qu'elle puisse sélectionner, désélectionner ces stratégies de vie au quotidien, quoi. Et donc, c'est ce sur quoi il s'est engagé. Donc, il a écrit une première version, puis il en a écrit une autre qu'il a fait lire à différents scientifiques, donc d'abord en Suède et puis ensuite à l'international. Et au bout de 21 versions, il a pu présenter cette démarche, en fait, dont l'essence reste essentiellement la même aujourd'hui. Et ça a été présenté en prime time à la télévision suédoise sous le patronage du roi de Suède. Et tous les foyers suédois ont reçu un livret et une cassette audio qui présentent cette démarche. Parce qu'au-delà du travail qu'il a fait avec les scientifiques, il est allé voir les industriels, la télévision, le roi de Suède, le gouvernement, en leur disant si nous et les scientifiques, on arrive à se mettre d'accord sur une démarche, enfin sur une expression de la source de la non-durabilité de nos sociétés, est-ce que vous voudrez bien soutenir ce projet ?
Donc, c'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui avec une démarche qui a 30 ans de retour d'expérience, qui est vraiment fondée sur une compréhension systémique et scientifique des enjeux auxquels on est confronté aujourd'hui, et effectivement qui vous permet d'avoir une posture stratégique, et on va le voir parce qu'on travaille par le futur, et pas par n'importe quel futur, hein, c'est pas juste des scénarios, c'est un futur qui est défini par ses conditions nécessaires à des sociétés durables, et effectivement, cette perspective pour regarder la situation aujourd'hui, faire des SWOT améliorés si on veut, ça permet d'être stratégique parce qu'on voit toutes les questions qu'il va falloir se poser. Donc ça ne veut pas dire que vous auriez les réponses, mais en tout cas ça veut dire que vous n'allez pas avoir de trous dans la raquette en termes de compréhension de tout ce qu'il va falloir transformer. Et donc on a vraiment une définition opérationnelle de la durabilité au travers de cette démarche, et je vous partagerai dans quelques minutes. Et puis voilà, du coup 30 ans d'histoire, un déploiement international et des reconnaissances par différents prix aujourd'hui. Alors, du coup, mon métier, moi, c'est vrai que je ne me suis pas présentée par rapport à la balle que me tendait tout à l'heure Mohamed, du coup, directrice scientifique du MySense Lab, mais ça ne fait pas depuis la semaine dernière que je suis tombée dans le pot du développement durable. Je suis tombée dans cette marmite-là, c'était finalement au début des années 2000, puisque en termes de background, moi, j'ai fait une thèse en gestion et traitement des déchets industriels. Et effectivement, au bout d'un moment, je me suis dit, mais finalement, ce n'est pas par ce bout-là qu'on va pouvoir transformer les choses. Et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré cette démarche. Donc, à l'époque, j'étais en Angleterre. Et ça m'a paru extrêmement intéressant de dire, finalement, là, on a des clés pour comprendre qu'est-ce qui ne va pas dans notre système et nous donner des clés pour redesigner nos sociétés, les réponses à nos besoins humains qui fassent qu'on ne génère pas de manière systématique les impacts sur la société, sur l'environnement. Donc, finalement, ça fait 20 ans maintenant que j'accompagne les organisations pour mettre en œuvre ces transformations à la fois dans des organisations publiques ou des organisations privées. Et juste pour vous citer, parce qu'en fait, vous allez voir, c'est une démarche de principe, donc ce n'est pas une usine à gaz dans laquelle vous allez être enfermé et du coup vous êtes verrouillé, c'est vraiment quelque chose qui donne de la cohérence, qui structure, qui permet de se repérer par rapport à cette complexité à laquelle on a affaire aujourd'hui. Et du coup, vous pouvez, comme on a intégré la sécurité et la qualité de manière systématique dans les organisations, là, on peut s'en servir pour finalement cadrer et optimiser l'innovation, s'orienter pour développer de nouveaux marchés, être conscient des risques sur des substances qui pourraient devenir rares ou qui pourraient poser des problèmes en termes d'impact sur les communautés, se positionner par rapport à des réglementations, c'est un petit peu ce que je touchais tout de suite avec l'exemple de Electrolux. Aujourd'hui, par rapport à des réglementations comme la loi Pacte, et l'objet d'entreprise à mission, vous allez voir, effectivement, je vous citerai un exemple d'une organisation qui s'est déjà positionnée par rapport à ça il y a 15 ans et avec du coup des bénéfices hyper intéressants pour eux. Mais voilà, aujourd'hui, comment est-ce que c'est les secteurs entiers qui vont bouger? Et puis, ces aspects humains aussi qu'on voit sur cette recherche de sens, sur l'implication, le sens au travail, pourquoi est-ce que je mettrais mon énergie là-dedans? Et puis, des implications économiques, alors diverses et variées, mais là, j'ai évoqué effectivement la réduction des coûts d'assurance, parce qu'effectivement, les assureurs aujourd'hui sont en train de chercher à sélectionner et désélectionner ce qu'ils appelleraient des bons clients et des mauvais clients, c'est-à-dire des gens qui ne vont pas être alignés avec ces objectifs de développement durable et qui vont finir par leur coûter cher de manière directe et indirecte. En gros, là, l'intention, c'est vraiment d'accompagner les organisations pour concrétiser ce qu'on appelle la responsabilité sociétale et environnementale, ou, comme le disait Ray Anderson, donc le PDG d'Interface que je vous présentais rapidement tout à l'heure, de faire du vrai bon business. La version américaine de dire les choses de manière assez synthétique. Alors, une fois qu'on se dit ça, en fait, il y a effectivement les petites croyances dont je parlais tout à l'heure, et puis il y a quand même aussi cet enjeu de taille qu'a évoqué également Delphine tout à l'heure, c'est cette notion de réductionnisme, et qui a été aussi à l'origine du développement de cette démarche, c'est-à-dire qu'effectivement, on se bat dans les feuilles, dans le détail, et on perd beaucoup d'énergie parce qu'on ne sait pas très bien où est-ce qu'on va centrer nos stratégies, faire le focus, et effectivement, on peut mettre beaucoup d'énergie à mettre en place des petites actions, et puis, ça va avoir finalement peu d'effet sur l'organisation, alors que si on prend le temps d'avoir un regard systémique, d'intégrer ces nouveaux langages, parce qu'on va le voir, c'est bien ça l'enjeu, on va avoir beaucoup plus d'efficacité. Donc là, soyons attentifs à dire, on ne va pas pouvoir continuer à résoudre nos problèmes si on continue à réfléchir de la même façon.
L'enjeu aujourd'hui pour les organisations, c'est qu'effectivement, on est déjà bien en avant dans la manifestation des impacts sociaux et environnementaux. Donc, en fait, ce qu'on pouvait se permettre de faire il y a 20 ans ou 30 ans, c'est-à-dire les petites actions, ce qu'on appelle les low-hanging fruits, c'est de dire on transforme un petit peu, ce qu'a évoqué aussi Delphine tout à l'heure, de faire une petite action ici, une petite action là, voilà, une petite transformation. Ça, c'était effectivement la version Sustainability 1.0. Aujourd'hui, face à l'urgence, il s'agit d'être hyper stratégique parce qu'il va falloir aller toucher des manières de faire complètement différentes qui sont plus liées à des transformations de fond. Donc, pour ça, il va falloir effectivement pas juste être en réaction par rapport aux actualités et par rapport aux pain points que vont pouvoir mettre en avant les consommateurs ou les réglementations, mais vraiment de prendre la main sur le futur de son organisation pour se dire, OK, c'est quoi la lecture du monde aujourd'hui qui va me permettre d'aller directement taper dans ce qu'on appellera la Sustainability 3.0. Alors, là, je vous mets une référence. L'intention, ce n'est pas de rentrer dans des modèles théoriques extrêmement développés, mais par contre, aujourd'hui, un des enjeux de nos organisations, c'est que, en fait, on s'est développé aujourd'hui nos sociétés justement avec une approche réductionniste. Donc, on a découpé le monde en parties pour mieux le comprendre et on est devenus des super experts de plein de choses. Mais on n'a pas forcément gardé le lien entre toutes ces expertises. Et donc, ce qui nous manque, c'est la dimension systémique. Et donc, finalement, aujourd'hui, on est une société qui maîtrise le compliqué. C'est-à-dire que le compliqué, c'est que on découpe le monde, on comprend, on écrit une procédure et après on fait un plan et ça marche comme ça. Et donc on est dans le registre là des bonnes pratiques. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui, dans ce secteur, comme l'évoquait Delphine, il y a des gens qui sont en avance de phase, d'autres qui ne sont pas si en avance que ça. Donc on peut toujours aller picorer et être inspiré et prendre les bonnes et les pratiques des uns et des autres ou être inspiré par les mauvaises tactiques des uns et des autres qui font qu'on va désélectionner des choses. Mais ça fait qu'on est toujours le deuxième, le troisième, le 10e dans une transformation aujourd'hui où il est intéressant de se dire comment est-ce que je prends le lead sur ce sujet-là. Et donc ça veut dire qu'il faut oser reconnaître que répondre à nos besoins aujourd'hui, ça relève du domaine du complexe. Et en fait, traiter des problèmes compliqués ou traiter des problèmes complexes, on ne peut pas le faire avec la même manière de réfléchir. Et l'exemple simple pour vraiment illustrer ça de manière un peu radicale, c'est de dire aller sur la Lune, c'est résoudre un problème compliqué. Mais en fait, aller sur la Lune, c'est vraiment faire un gros calcul. Donc, il faut se concentrer et bien mesurer tout ce qu'on a à mesurer, mais c'est un gros calcul, c'est de l'ordre du compliqué. Aujourd'hui, répondre à des enjeux systémiques dont on voit les interconnexions se révéler au fur et à mesure où on précise en fait les modèles scientifiques, clairement, ça ne relève pas du compliqué. C'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir faire un joli beau plan pour en dire en 2050, on va atterrir là et il n'y a plus qu'à mettre en place les équipes pour se mettre dans la bonne direction. On voit que le système vraiment réagit à notre manière de faire du business, en fait, là, si c'est le sujet aujourd'hui. Et donc, il va falloir complètement transformer notre manière de faire les choses. Alors, l'autre aspect qui est aussi important, et ça j'ai déjà évoqué dans ce que je viens de dire à l'instant, c'est qu'effectivement, on peut avoir envie de se comparer par rapport au passé, en disant on fait mieux que l'année dernière. On peut avoir envie de se comparer aux autres compagnies, c'est ce qu'on appelle le benchmark, mais finalement, il n'y a personne qui est aujourd'hui complètement aligné avec cet objectif de développement durable. Donc, oui, ça peut inspirer, mais en même temps, est-ce que c'est adapté au contexte particulier de mon organisation? On peut aussi se donner des objectifs, mais en général, on se donne des objectifs qu'on sait pouvoir atteindre et qui sont très très loin des enjeux qu'il va falloir relever à terme. Donc finalement, on ne crée pas la tension créatrice suffisante qui va faire qu'on va passer le saut, qu'on va aller dans d'autres logiques. Donc là, la proposition, c'est de dire, OK, je vais me regarder aujourd'hui par rapport à un système dans lequel je vais avoir répondu à toutes les conditions nécessaires à des sociétés durables. Alors ça peut faire peur, bien sûr, et c'est extrêmement exigeant, mais au moins ça a l'avantage que vous n'êtes pas en train de réfléchir à moitié sur les problèmes. Vous allez être vraiment challengé de manière assez importante, mais vous allez vous inscrire dans la logique des organisations qui vont dire, OK, c'est quoi
les signaux que me renvoie le système au niveau social et au niveau environnemental, comment j'intègre sa compréhension de ces règles du jeu dans la manière dont je réponds aux besoins et donc je m'inscris sur mon marché. Et donc là, je vais devenir ce qu'on appelle une future fit company, c'est-à-dire que j'entends le futur et je m'aligne par rapport à ça. La stratégie que prennent encore trop d'organisations, c'est de dire je vois bien, je me prends des coups divers et variés sous des formes diverses et variées qui peuvent être économiques, sociales, voilà, des pressions de groupes diverses comme l'évoquait Delphine. Et je fais comme si ça n'existait pas, ou en tout cas je me borde et je me fais future-proof, c'est-à-dire que je tente de me construire un bunker pour pas voir cette réalité. Mais ça, plus ça va aller, plus ça va cogner fort. Et donc, effectivement, ce n'est pas forcément la tactique pour le futur, quoi. Donc, en résumé... Ah, zut. Alors, ça y est, mes slides sont coincés. Non, pardon, c'est bon. Donc, la manière dont on peut poser le défi auquel on se trouve confronté aujourd'hui, c'est de le représenter sous la forme de cet entonnoir. Et cet entonnoir, il dit bien la réalité du système dans lequel on est aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a de moins en moins de ressources et que la demande en ressources n'arrête pas d'augmenter, et ce qui fait que notre marge de manœuvre diminue. Donc, on peut dire, bien sûr, on a fait beaucoup de choses pour améliorer le système, mais pourtant, la marge de manœuvre diminue. Donc ça, c'est pas de jouer à Madame Irma et de dire ça va être la fin du monde dans 3 ans ou dans 50 ans, mais c'est de se dire, en fait, ce que nous renvoie cette représentation très symbolique, c'est vraiment de dire, si la marge de manœuvre diminue alors qu'on tente de faire les choses différemment, ça veut dire qu'on n'a pas compris les règles du jeu du système dans lequel on cherche à s'inscrire, nous, petits humains, pour répondre à nos besoins dans le grand système Terre, quoi. Donc bien sûr, le futur de vie que l'on se souhaite, c'est bien sûr d'arriver à sortir de l'entonnoir, donc de retrouver cet équilibre entre notre capacité à répondre aux besoins dans les limites planétaires et dans le respect des systèmes socio-écologiques. Et puis après, on voit effectivement que si on n'a pas passé trop de seuil, on peut opter pour ce qu'on appelle aujourd'hui l'économie régénérative, qui reste encore à mettre en œuvre, mais de se réinscrire vraiment dans les dynamiques qui font qu'on augmente notre marge de manœuvre plutôt que de la réduire de manière systémique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est quoi ces futurs souhaités? Et c'est vrai que la manière dont on peut le décrire, en fait, quand on se positionne sur un marché en tant qu'organisation, c'est qu'on répond à un certain nombre de besoins. Donc aujourd'hui, la mode, à quel besoin est-ce qu'elle répond? Là, on utilise le référentiel de Maxif, qui est différent de Maslow, parce qu'on n'est pas dans la pyramide des besoins, et on va considérer les besoins de manière systémique. Et c'est vrai que à quel besoin répond la mode aujourd'hui? Il y a des besoins qui sont effectivement d'identité, de créativité, de compréhension. Après, vous pourriez regarder la chaîne de valeur qui vont être effectivement de protection, de sécurité. Enfin, on peut regarder effectivement qu'aujourd'hui, cette industrie-là répond à un certain nombre de besoins. Donc, le challenge aujourd'hui, ce n'est pas de dire arrêtons de répondre aux besoins de créativité, de loisirs, d'identité, parce que être fashionable, finalement, ça veut dire forcément qu'il faut changer de vêtements toutes les 4 minutes, mais d'inventer d'autres manières de répondre à ces besoins. Et c'est ça qui est intéressant dans ce travaux et cette manière d'appréhender les besoins, c'est qu'en fait, finalement, le défi posé à l'industrie aujourd'hui, c'est de dire, je réponds à un besoin, mais aujourd'hui, je l'ai fait d'une manière qui fait que je vais avoir une réponse globalement destructive. C'est-à-dire qu'on voit bien aujourd'hui que les défis auxquels se retrouve confrontée l'industrie, c'est vrai pour cette industrie, mais c'est vrai de manière globale pour toutes les industries aujourd'hui, ça ne va pas pouvoir continuer longtemps comme ça. Donc, c'est comment est-ce que l'industrie se transforme pour inventer d'autres qualités de réponse à nos besoins qui seraient globalement synergiques, c'est-à-dire que comment est-ce qu'on peut réinventer des manières de répondre aux besoins que couvre aujourd'hui la mode et peut-être d'autres besoins, mais que ça soit possible aussi pour les générations futures. Et c'est dans cette transformation que s'inscrit la profitabilité dont parle donc la PDG de Solvay, mais aussi Electrolux et aussi Interface, qui ont pu effectivement documenter cette profitabilité. D'ailleurs, même le British Fashion Council a lancé il y a plusieurs années l'initiative Common Objective. Et Common Objective, c'est vraiment
good fashion, c'est aussi une industrie de la mode qui permet de faire du bon business. C'est l'objectif et l'hypothèse de base de tous les acteurs qui sont impliqués. Voilà. Donc là, la logique globale par laquelle justement c'est possible d'avoir un traitement systémique en fait des transformations à l'œuvre. Alors là, j'ai pas de dynamique de slide, donc c'est un peu boum. Mais l'idée, c'est de regarder en fait qu'aujourd'hui, on répond à nos besoins et que dans la manière dont on répond à nos besoins, on a des impacts sociaux et environnementaux. Donc ça fait ce petit bonhomme qui se prend la tête dans les parois de l'entonnoir, par exemple, vers le haut. Et avec toute notre créativité humaine, notre capacité d'innovation, de se repositionner par rapport à des problématiques, on va créer les solutions. Mais si on n'a pas compris les règles du jeu du système dans lequel on opère, alors on risque de créer des solutions qui se révèlent être des futurs problèmes. Et ça, je pense que voilà, dans toutes les industries, on a vécu ce mouvement où on règle un problème et en fait, on génère un autre problème. Et ça, c'est extrêmement coûteux et c'est absolument pas stratégique. Et que plus l'urgence est là, moins on va pouvoir se permettre d'utiliser des ressources pour faire justement comme ça des coups dans l'eau finalement. Donc là, la proposition, c'est de définir ce que sont des sociétés durables, ce que sont ces industries dans des sociétés durables et de regarder aujourd'hui, donc c'est ce qu'on appelle le backcasting, c'est-à-dire que je regarde aujourd'hui à partir du futur dans lequel j'ai réussi et à partir de là, je ne suis plus dans la navigation à vue, je suis dans la navigation avec une boussole. Donc ça ne veut pas dire que je ne vais pas rencontrer les problèmes, mais ça veut dire que je suis parfaitement au courant, conscient des défis qu'il va falloir que je relève, moi en tant qu'organisation, et puis avec effectivement des partenaires en amont, en aval, qui vont concerner en fait tout ce secteur d'activité. Donc là, la métaphore qu'on utilise, en fait, c'est vraiment la métaphore du jeu d'échecs. C'est-à-dire que qu'est-ce que c'est ce futur souhaité dans lequel on pourrait se retrouver qui correspondrait à la sortie de l'entonnoir? En fait, on ne sait pas ce que c'est. Mais par contre, là, avec les travaux qui ont été faits en Suède, donc il y a maintenant 30 ans, on sait ce qu'il ne faut pas faire. Et ça vous donne en fait les principes nécessaires pour faire échec au roi, si vous voulez, ou les principes nécessaires pour faire échec à la non-durabilité de nos sociétés. Et c'est ça qui constitue la paire de lunettes par laquelle vous pouvez faire un SWOT en fait de votre situation actuelle. Donc, comme je disais, finalement, ce qui a été cherché en Suède, ça n'a pas été de chercher la liste des impacts qui n'arrêtent pas de s'allonger et qui est la limite de ce qu'évoquait tout à l'heure Delphine, c'est-à-dire quand on fait une analyse de cycle de vie en choisissant de regarder le cycle de vie de cette industrie par rapport à un certain nombre d'impacts, effectivement, on a une vue qui n'est pas systémique. Alors que là, vous allez regarder le cycle de vie par rapport à la source des impacts. Donc la petite métaphore qu'on peut faire, c'est de dire, ben voilà, quand la baignoire déborde, en fait, aujourd'hui, nos sociétés sont encore trop occupées à ouvrir la bonde, éponger dans les escaliers, se dire est-ce que je chauffe la moquette du salon, alors que l'enjeu, en fait, c'est de se concentrer sur les robinets et fermer ces fameux robinets. Donc là, je ne vais pas avoir le temps de rentrer dans les détails, mais pour vous dire qu'ils existent, ces principes nécessaires à des sociétés durables, il y a 8 robinets qui ont été identifiés et sur lesquels, en fait, chaque acteur peut se centrer pour fermer ses robinets dans la manière dont il va envisager sa réponse aux besoins de son secteur. Donc, il y en a 3 qui concernent la dimension environnementale et il y en a 5 qui concernent la dimension sociétale. Donc là, on n'a pas du tout le temps de regarder ça dans les détails, mais voilà, si vous êtes curieux, nous sommes à votre disposition. Et donc, il y a une formulation très précise qui peut paraître comme ça, voilà, de but en blanc en 32 secondes, carrément indigeste, mais je peux vous dire que c'est extrêmement efficace quand voilà, c'est beaucoup plus simple d'avoir 8 questions à se poser que 350 impacts à mesurer. Et après, comment ça se met en place dans les organisations? Eh bien, on va d'abord partager cette représentation mentale. Finalement, c'est ça l'enjeu aujourd'hui, c'est de se donner des nouvelles clés, des nouveaux repères. Ensuite, on développe la vision de l'organisation, et je vais vous donner des exemples, qui nous permettent de regarder aujourd'hui. Donc ça, c'est un SWOT, mais du coup, un SWOT systémique, stratégique. Et ensuite, vous savez où vous êtes, vous savez où vous voulez aller, vous allez pouvoir imaginer des solutions. Et enfin, l'étape D, c'est de sélectionner les stratégies qui vont vous emmener dans la bonne direction en vous reposant
des questions qui sont effectivement, est-ce que ça va dans la bonne direction? Et ça, c'est la question qu'il ne faut pas oublier de se poser. Ou à nouveau, vous allez regarder vos différentes options par rapport à ces 8 conditions. Et ça fait que vous allez pouvoir désélectionner une stratégie par rapport à l'autre. Et puis après, c'est effectivement l'enjeu de trouver des plateformes flexibles, c'est-à-dire, c'est des petits pas japonais, hein, quand vous commencez à jouer aux échecs, vous ne savez pas les 40 coups que vous allez devoir faire pour faire échec au roi. Par contre, vous avez souvent une visibilité à 1 ou 2 tours. Donc là, techniquement, économiquement, humainement, souvent on a de la visibilité sur 1, 2, 3 options. Et du coup, il y en a qui sont plutôt cul-de-sac. Et puis il y en a qui permettent des ouvertures sur d'autres petits pas japonais derrière. Et après, du bon business, c'est-à-dire que là, c'est à vous de choisir votre chemin qui mène à Rome ou à Milan, je dirais, avec Delphine, mais vraiment de trouver effectivement, voilà, moi je peux me permettre ça, j'ai un enjeu de marque, j'ai un enjeu d'implication de mes collaborateurs, j'ai un enjeu de bashing aujourd'hui à traiter, donc là je définis ma propre stratégie, donc il n'y a pas une route pour tout le monde, il y a des routes par rapport à une compréhension de son contexte, mais avec toujours cette même paire de lunettes des 8 conditions nécessaires à des sociétés durables. D'ailleurs, Greenpeace, qui engage énormément de projets avec toutes les nations sur la sustainability, ils disent concrètement, la mode sustainable n'existe pas. Il y a des façons sustainable de faire de la mode. Et ce sont toutes ces sustainable ways qu'il va falloir définir, des chemins qu'il va falloir ouvrir, éclairer, parcourir. Merci. Et du coup, alors, un exemple, je vous dis, on n'a pas d'exemple dans votre secteur, mais là, je voulais vous donner l'exemple de la première entreprise que j'ai pu accompagner en France, donc c'était dès 2005, et donc on a 15 ans de retour d'expérience, donc ils ne sont pas du tout dans votre secteur, ils font des portes et des fenêtres sur mesure. Mais on a cette intention de ce jeune dirigeant en 2005 de dire, moi, je voudrais que vraiment le développement durable fasse partie du cœur de métier de mon activité, du code génétique de mon organisation. Et aujourd'hui, ce que j'ai évoqué tout à l'heure en disant la sustainability 1.0 ou la sustainability 3.0 ou le fait de se comparer par rapport aux autres, de picorer des bonnes idées, en fait, oui, ça peut être une bonne manière de démarrer, de s'inspirer, mais en fait, les vraies organisations qui sont vraiment leaders sur leur marché, dans leur secteur, c'est celles qui ont vraiment intégré ces logiques-là dans leur cœur de stratégie, leur cœur de métier. Et donc, ça fait qu'ils ne sont pas juste à prendre les solutions inventées par les autres, ils inventent aussi leurs propres solutions. Et ça veut dire que des organisations comme ça, elles sont toujours en avance de phase par rapport à ce que le marché peut permettre. Parce qu'effectivement, l'enjeu, là, ce n'est pas d'être tellement revendicatif par rapport au développement durable qu'on devient hors marché. Et c'est bien là le problème de toutes les organisations aujourd'hui, c'est que si les secteurs ne bougent pas, si les systèmes ne bougent pas, si le monde entier ne bouge pas, de toute façon, ça ne servira à rien d'avoir quelques pionniers. Ils en auront retiré du bénéfice, eux, maintenant qu'ils leur donnent plus de marge de manœuvre que les autres. Mais à la fin, il faut voir qu'il faut que les systèmes entièrement basculent, quoi. Donc, eux, je les ai accompagnés dès 2005 et effectivement, le résultat de cet accompagnement, c'était de dire, voilà, pour nous, c'est un de nos meilleurs investissements. Et là, on devait l'interviewer tranquillement en mois de mars et puis finalement, on s'est retrouvés confinés comme tout le monde. Donc, on a fait une petite interview rapide le 17 avril. Et donc, je lui posais la question en disant, mais est-ce que c'est toujours vrai pour toi que ça a été toujours un de vos meilleurs investissements? Et en fait, ce qui m'a vraiment dit, c'est que oui, effectivement, aujourd'hui, ça leur a permis de passer les crises de 2007-2008. Là, déjà, ils étaient en train de finalement souffrir comme tout le monde, mais complètement différemment. En tout cas, c'est ce qu'il estimait à ce moment-là. Et effectivement, il me dit, mais de toute façon, on a une croissance, nous, qui est 2 fois supérieure à celle de notre secteur. Donc, effectivement, c'est des organisations qui, on a vu la lumière, on a surtout trouvé notre fil d'Ariane qui nous permet de lire en permanence le système et notre métier par rapport à ce futur souhaité, qui est effectivement exigeant, et on sait bien qu'on n'est pas encore arrivé là-bas, mais en tout cas, ça nous permet d'être à la manœuvre dans la construction de notre futur avec nos collaborateurs. Donc aujourd'hui, c'est vraiment une organisation, quand on a démarré, ils étaient 650, maintenant ils sont plus d'1 millier, et ils ont développé 3 entreprises en fait. Alors je ne vais pas avoir le temps de vous raconter tout ça parce que ce n'est pas l'objectif de
de s'étendre trop là-dessus, et l'intention, c'est plutôt d'avoir des conversations avec vous, mais je vous ai évoqué la loi Pacte et la raison d'être, et là, je veux pointer du doigt la manière dont eux, ils ont défini leur raison d'être, c'est-à-dire où est-ce que eux s'inscrivent dans des sociétés durables, et en disant, ben voilà, on est des fabricants industriels de portes et fenêtres sur mesure, et en fait, la manière dont ils écrivent leur mission, c'est de dire, et ça c'était fait en 2006, de dire, ben, nous, on contribue à l'amélioration de l'habitat, et on prend en compte tout le cycle de vie. C'est-à-dire qu'on ne s'arrête pas juste à, voilà, nous, ce qu'on fait dans notre usine. On s'intéresse à d'où vient la matière, et ils ont fait beaucoup d'actions par rapport à ça, et on s'intéresse à qu'est-ce qui se passe quand la fenêtre est posée, remplacée, et la fin de vie de cette fenêtre. Et donc, ils prennent cette responsabilité-là. Et après, ils vont dire, on va concevoir des ouvertures et des fermetures. Alors ça peut paraître un peu gaguesque en disant, bah non, les gars, vous faites des portes et des fenêtres, pourquoi vous parlez d'ouverture et de fermeture? Mais en fait, ça dématérialise un petit peu leur métier. Et c'est le parallèle qu'on pourrait faire, c'est de faire le lien avec l'économie de la fonctionnalité, de dire, ben, en fait, soit je vends des radiateurs, soit je vends du confort thermique. Et en fait, ben, on peut se dire, c'est un peu artificiel de le dire comme ça pour quelqu'un qui fait des portes et des fenêtres, mais ça leur a permis derrière de fabriquer des parois, donc de s'inscrire sur d'autres métiers, tout en restant dans leur capacité de fabricants industriels, donc ils font des parois sur mesure, qui vont aller poser pour justement dans le cadre de la rénovation thermique des bâtiments. Donc là, je voyais aussi la loi sur l'économie circulaire, ça leur a permis de dire 80% de notre marché, c'est remplacement de portées de fenêtres. Aujourd'hui, en 2005, on ne s'en occupe pas, ça veut dire que quand on nous commande et puis on ne s'intéresse pas à ce qui se passe pour ces fenêtres qui sont remplacées. Donc, ils ont mis en place un éco-retour. Donc, il leur a créé beaucoup de problèmes au début, ça c'est clair, parce qu'ils ont récupéré des tas de matériaux dans tous les formats, collés, pas collés, enfin voilà, l'enfer quoi. Et finalement, ils ont mis en place des filières qui leur permettent de séparer ces différentes matières et notamment de redesigner des petits meubles à partir des fenêtres en bois qu'ils récupèrent. C'est-à-dire qu'on est dans du upcycling, parce que c'est des meubles après qui sont vendus vraiment comme des meubles de design. Et donc, ce qui est rigolo, c'est de voir effectivement comment une entreprise industrielle peut s'inscrire aussi dans ces logiques-là. Tu parles d'ouvrir le champ des possibles, là, si je devais résumer. Exactement. Donc, en synthèse, en fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est cette idée de dire, moi, je définis ma raison d'être, entreprise à mission. Je valide que je suis bien inscrit dans les principes nécessaires à des sociétés durables. Je fais un super SWOT qui est une vraie tuerie parce que quand on prend conscience de tous les enjeux qu'on a relevés, c'est vrai que c'est pas super confortable. Mais en même temps, ça donne un fil d'Ariane qui fait qu'après, une organisation peut identifier à son rythme ses centres de création de valeur et se transformer et du coup être toujours en avance de phase sur son marché, donc de vraiment être un leader dans son secteur. Alors là, pour eux, il y a eu plein de bénéfices au-delà de ce que je vous disais tout à l'heure, au niveau économique, au niveau humain, au niveau des marchés. Enfin, il y a vraiment sur toute la gamme, ça a du sens pour eux de s'être engagés là-dedans. Et donc de se positionner vraiment en leader sur leur activité. Et ce que je voulais vous montrer aussi, c'est ces deux exemples ici, alors dit très rapidement, très succinctement, parce que je vois que le temps tourne et j'aurais vraiment qu'on ait le temps d'un échange. Tu évoquais Delphine. Tu as une question qui commence à arriver. Oui, tu évoquais tout de suite Delphine Greenpeace, et en fait, il y a eu une campagne de Greenpeace en Angleterre sur le PVC. Donc ça, on est au milieu des années 94. Cette industrie s'est analysée au regard de ces conditions nécessaires des sociétés durables et a complètement engagé un processus de transformation sectorielle, en fait, donc qui est traduit aujourd'hui dans ce qu'ils appellent Vinyl Plus, qui fait que des compagnies directement concernées, d'abord sur le PVC, producteurs de PVC, ont transformé leur production, leur manière d'utiliser l'énergie, leur manière de... plein de choses, ce sur quoi ils avaient la main directement. Et après, en fait, en 2007-2008, on a engagé, en fait, parce qu'ils se rendaient bien compte qu'ils ne pouvaient pas avancer plus loin que ça, parce qu'ils étaient dans une chaîne de valeur qui ne répondait pas forcément en amont ou en aval,
Donc, on a créé des ateliers et des séminaires en invitant les 10 plus gros fournisseurs, les 10 plus gros clients, qui ont, avec l'idée de dire, on ne va pas vous dire ce que vous allez faire pour nous. Mais en tout cas, nous, on s'est inscrit dans ces logiques de société durable. Donc, ça veut dire qu'on va revoir, en fait, qui sont nos fournisseurs, qui sont nos clients, et qu'on a besoin, en fait, que vous soyez, vous aussi, dans ces logiques-là, parce qu'on ne va pas, voilà, on a besoin de votre petite poudre. Donc, Romana, c'est une boîte qui fait des adjuvants et qui permet que, justement, un plastique va être solide, va être dur, va être souple, va être mou, voilà, voilà, c'est la petite poudre de perlimpinpin qui va bien. Donc, cette entreprise-là a repris ça à son compte et on a même eu vraiment un mouvement de 14 industriels qui ont compris que la marche était haute et qu'il allait falloir coopérer au-delà des secrets que chacun pourrait garder pour avoir son avantage compétitif. Et un autre exemple comme ça de lien, en fait, c'est Interface. J'en parlais tout à l'heure, qui a vraiment énormément avancé. Et en 2012, a commencé justement aussi à avoir des conversations avec ses fournisseurs et ses clients. Et donc, Aquafil, un de leurs fournisseurs, a réussi même à développer du fil pour faire de la moquette à partir du recyclage de filets de pêche. Donc là, pareil, tout ça, c'est lié au fait qu'effectivement, on se donne un langage commun, on voit quel est le fil d'Ariane, on voit comment est-ce qu'on peut plugger effectivement nos compétences et nos recherches pour transformer de manière synergique, en fait, la manière dont on va concevoir les réponses pour notre secteur. Il y a une question, Caroline. Quelle passerelle entre cette méthode et les principes de l'EFC, économie de fonctionnalité de la coopération? Je te la pose et je te laisse gérer quand est-ce que tu y réponds. Je trouvais que c'était intéressant. Et sur cet aspect-là, bah oui, en plus, on travaille en fait avec des acteurs de l'économie de la fonctionnalité. Donc, juste pour faire le lien en fait avec, voilà, pour reboucler sur l'aspect, et du coup, la question est vraiment liée à ça, que cette logique, vous le voyez, en fait, elle n'est pas, voilà, c'est pas une énorme procédure qui veut dire qu'il faut faire petit A, petit B, W, 3, Z et tout ça. Là, on est vraiment sur penser à partir du futur avec ces conditions, pouvoir regarder aujourd'hui, analyser vraiment de manière exigeante, mais en fait, c'est ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est qu'on ne peut plus se permettre de mettre de l'énergie dans des trucs qui sont des pseudo-solutions, et à partir de là, de pouvoir identifier et s'orienter pour aller questionner d'autres acteurs, d'autres secteurs, pour aller chercher des solutions qui soient vraiment une manière d'avancer de manière systémique et la plus efficace et profitable possible vers des sociétés durables. Et donc, le lien peut se faire avec plein d'autres démarches. Donc là, je voulais reboucler par rapport à ce que nous avait dit Delphine sur l'analyse de cycle de vie. Où effectivement, ce que je pointais tout à l'heure en démarrant ce topo, c'est qu'effectivement, souvent, on fait l'analyse de cycle de vie. Et en fait, ce qu'on va croiser, c'est, avec ce cycle de vie, on va croiser une série d'impacts. Mais du coup, pourquoi vous avez choisi ces impacts et pas d'autres ? Et donc, vous avez tous entendu parler de ces conversations infinies entre les couches jetables et les couches lavables. Mais en fait, en fonction du périmètre que je vais prendre et des paramètres que je vais prendre, je vais pouvoir vous démontrer par A plus B que j'ai raison que c'est vraiment mieux les couches lavables ou que j'ai raison que c'est vraiment mieux les couches jetables. Si vous croisez avec les 8 conditions qu'on a vues tout à l'heure, là, vous allez avoir de l'information quali, mais du coup, qui ne va pas vous permettre de pouvoir argumenter dans un sens ou dans l'autre, en fait. Et donc, ça, par exemple, c'est une manière dont des organisations s'emparent d'une nouvelle manière de faire des analyses de cycle de vie. Et qui fait qu'en fait, on a eu plein de retours. Là, ça peut être utilisé de manière différente, mais ça va vous permettre de documenter de la recherche, de communiquer avec des partenaires amont-aval, de faire bouger vos propres collaborateurs internes. Donc, en fait, là, on voit que ce n'est pas juste un truc de principe, c'est aussi, ça permet de redescendre sur des outils. Et donc, pour faire le lien avec l'économie de fonctionnalité, en fait, c'est vraiment ça le rôle de cette démarche, c'est de vraiment unifier, de structurer tout ce qu'on peut imaginer comme clé pour activer les transformations. Ce que fait cette démarche FSSD, c'est qu'elle vous donne de manière ferme et définitive le terrain de jeu dans lequel il faut s'inscrire. Et ça vous permet de structurer et de savoir exactement quelles sont les questions à vous poser. Et ensuite, quand vous allez être en train d'articuler les réponses à votre contexte, à votre activité, à vos moyens, vous allez pouvoir dire, tiens, justement, je vais faire venir un peu les notions de l'économie de fonctionnalité, ou de l'économie circulaire, ou du biomimétisme, ou de l'innovation, ou l'intelligence collective. Donc, effectivement, c'est
voilà, il faut le voir comme une démarche à utiliser avec plein d'autres clés, mais qui quelque part cadre, structure, parce que ça vous donne la clarté dans la complexité des limites sur lesquelles il va falloir que vous construisiez les nouvelles réponses à ce secteur d'activité qu'est le fashion industry. Je vais m'arrêter là, du coup, Mohamed. Émeric te remercie pour la réponse qui est très claire, du coup. Merci. Du coup, merci pour ton intervention. Merci Delphine pour ton intervention également. Ce que je propose, c'est que éventuellement, si vous avez des questions, on discute. Hein, on ne va pas passer par le chat. On allume les caméras et on commence à discuter. Ça vous va, mesdames? Ça vous convient? Oui. Ce que je vous propose, si vous voulez poser des questions, c'est d'allumer vos caméras et d'intervenir. Et on se fera un plaisir d'y répondre. Est-ce que vous avez parmi vous des questions? Émeric, peut-être pour aller plus loin? Alors, on a des personnes qui peuvent... Ok, merci Émeric. On a des personnes qui ne pouvaient pas parler parce qu'elles étaient au bureau. Du coup, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire sur le chat. Je me ferai un plaisir de les transférer à l'oral. En gros, si on devait résumer la présentation en attendant que les questions arrivent, finalement, le FSSD, c'est un peu je pose les règles du jeu, si j'ai bien compris. Je pose le cadre, les règles du jeu. Et puis après, je peux développer mon champ des possibles et avoir une créativité quasi infinie sur un territoire bien périmétré. C'est-à-dire qu'en gros, théoriquement, si j'ai bien compris, hein, Caroline, tu me reprends, je ne peux pas faire de bêtises d'un point de vue de la non-durabilité si je me suis bien posé les fameuses 8 questions. Exactement. Après, ça ne veut pas dire qu'effectivement, tu as tout de suite les réponses, mais en tout cas, les questions sont justes. Delphine, tu voulais nous partager quelque chose peut-être? Oui, non, c'est vrai que ce que tu nous expliquais, Caroline, ça faisait vraiment écho à ce que j'ai entendu de la part d'un designer sustainable qui me disait, par exemple, qu'il avait été interrogé par la conservation des monuments de la ville de Rome parce qu'il voulait être sustainable. Donc, l'intention est bonne. Et par contre, ils sont partis dans des... comment dire, dans des approches spécifiques sur les vêtements que portaient les employés de la ville de Rome, de la conservation des monuments. Ils ont fait tout un travail pour essayer de rendre de faire du recycling pour produire des vêtements sustainable que porteraient les collaborateurs des monuments, de la conservation des monuments. Donc, après des mois de travail, ils se sont rendus compte que ce n'était pas faisable parce qu'il y avait des exigences sur la protection au feu, sur la protection à l'eau, et ils ont dû renoncer. Et c'est vrai qu'on peut se dire qu'avec une approche, si la direction des monuments veut être une direction sustainable, une approche systémique, plutôt que de vouloir absolument faire du recycling pour les vêtements des employés de l'institution, ça aurait certainement évité de passer des mois à faire des recherches sur de nouveaux matériaux et qui, au final, le designer me disait, on voulait tous trouver une solution, ben, on a dû renoncer parce qu'on n'est pas prêt, parce que c'est pas faisable aujourd'hui, mais on peut se poser la question si les questions ont été bien posées. Et sur ce futur souhaité, par exemple, pour cette institution importante, il n'aurait pas fallu faire une analyse stratégique des futurs souhaités. Et là, au fait, donc, ils ont renoncé, en fait. Et c'est vrai que j'ai envie de rebondir à nouveau sur la question d'Émeric, parce que je n'avais pas vu la dimension économie de la coopération. Mais je pense qu'effectivement, c'est aussi ça qui est super intéressant dans le fait d'avoir un langage commun. C'est-à-dire que ça permet effectivement cette communication transdisciplinaire, interdisciplinaire dans des métiers différents, en fait. Parce que les 8 conditions qui sont présentées, en fait, là, elles ont 5 caractéristiques, alors que j'ai pas eu le temps de développer, mais là, peut-être c'est le moment, c'est de dire, ben voilà, en fait, ces 5 conditions, elles sont nécessaires et suffisantes. Donc, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur définir le terrain de jeu. On n'est pas en train de dire ce que pourraient être des sociétés durables.
Donc, elles sont nécessaires suffisamment, elles sont concrètes, c'est-à-dire que quand on va analyser, quel que soit le contexte, quelle que soit la situation, au regard de ces 8 conditions, on va avoir des réponses qui vont être très très claires. Et elles ont l'intérêt aussi de ne pas se recouper. Parce que souvent, effectivement, quand on est, par exemple, si on prend les 17 ODD et qu'on essaye d'opérer par rapport à ça, tous ces enjeux sont tellement liés les uns aux autres qu'en fait, tout se recoupe. Et du coup, en termes de fonctionnement et de réflexion, oui, c'est super la complexité, il faut oser s'embarquer là-dedans, mais par contre, pour dealer avec la complexité, si on a des tas de trucs qui se recoupent en permanence, en fait, l'écriture linéaire ne va pas nous suffire pour justement pouvoir communiquer par rapport à ça, quoi. Donc là, en fait, on a vraiment ces 8 conditions sont mutuellement exclusives, donc vraiment, ça fait que vous allez tout couvrir, mais pas avoir des choses qui se recouvrent. Et donc ça permet effectivement des coopérations. Et aujourd'hui, je trouve que c'est intéressant cette question parce que il me semble que c'est l'enjeu. C'est-à-dire que ce que je disais, c'est qu'il y a des organisations qui sont en avance de phase, qui ont mis ça en route depuis des années. Donc là, il faut arrêter de dire que c'est pas possible. Chacun prend à la vitesse où il peut, comme il peut, quand il veut et tout ça. Le rythme, c'est chacun qui le définit, mais c'est possible et plutôt très profitable. Par contre, ce qui est effectivement important, c'est comment est-ce qu'on va transformer les systèmes aujourd'hui, comment est-ce qu'on va transformer de manière plus large nos sociétés. Et là, c'est clair qu'il ne va pas y avoir une personne qui va avoir la solution ou une technique qui va être la bonne, mais qu'il faut justement avoir du langage pour pouvoir se parler de manière très très précise des choses, alors qu'on est dans des métiers qui ne sont pas les mêmes. Mais par exemple, l'exemple que j'évoquais d'Electrolux tout à l'heure, au départ, qui est-ce qui est venu les chercher? C'est une chaîne de supermarchés suédoise qui s'est retrouvée du coup avec des réfrigérateurs qui contenaient des CFC, qui s'est dit d'accord, je vais mettre 150 millions de couronnes suédoises sur la table pour régler ce problème vis-à-vis de mes consommateurs, vis-à-vis de la réglementation, des lois internationales et tout ça, qui se tourne vers Electrolux en disant c'est quand même les rois de ces types de produits. Et là, Electrolux leur dit non, du coup, vos réfrigérateurs sont liés avec ce type de liquide réfrigérant, donc il va falloir changer tous vos réfrigérateurs. Et donc, le non-expert de la chaîne du supermarché, je dis ok, moi je veux bien. Là, il y a défaut, on n'avait pas réfléchi de manière systémique. Du coup, on a acheté des réfrigérateurs que vous n'avez pas non plus réfléchi de manière systémique. Et donc, par contre, on n'est pas prêt à refaire la même erreur et à mettre des millions de couronnes suédoises sur la table pour dans 3 ans, vous nous disiez non, c'est pas le bon réfrigérateur ou le bon liquide ou le bon truc, quoi. Et donc au début, Electrolux ne comprenait pas très bien la manière dont ce monsieur de cette chaîne du supermarché l'interrogeait. Et c'est comme ça qu'ils se sont intéressés à cette logique-là. Et vous verrez dans la petite vidéo, c'est trop marrant parce qu'en fait, finalement, cette démarche a permis d'aller les challenger sur leurs réponses hyper techniques qu'évoquait Delphine, de dire un petit peu plus, un petit peu moins, on en fait mieux, nanani, nanana. Mais en fait, à la fin, c'est ouais, mais vous n'allez pas arriver là, en fait, vous n'allez pas arriver dans le futur dont vous souhaitez. Donc là, vous allez faire acheter à nouveau un produit à votre client qui va mettre ses billes et toutes ses ressources dans votre nouveau réfrigérateur ou votre nouveau liquide réfrigérant, mais en fait, ça ne va pas l'emmener à sécuriser ses financements, quoi. Et eux, du coup, ils ont compris ça et ils ont du coup analysé toute la table de Mendeleïev, de tous les éléments possibles et imaginables, et ils ont désélectionné. Au bout d'un an, ils avaient mis une feuille de route en place qui leur a fait désélectionner des tas de produits, mais bien avant que toutes les réglementations européennes tombent sur désélectionner le plomb, le cadmium, enfin voilà. Et ça fait qu'ils ont fait ça au niveau international, ils n'ont pas fait ça juste pour leur marché européen. Et donc, ça a fait quand les réglementations sont tombées, eux, c'était tranquille. À la limite, ils ont fait du lobbying dans l'autre sens en disant en fait, c'est possible. Donc, ça serait bien que les réglementations tombent sérieusement pour que les autres se bougent aussi. Parce que finalement, ceux qui ne veulent pas bouger, ils font du lobby qui fait que l'industrie n'avance pas. Et surtout, ce que disait Karl-Henrik Robert, c'est de dire moi, je challenge cette industrie, je lui fais se poser les bonnes questions, mais je ne vais pas lui dire comment faire des réfrigérateurs. C'est leur métier. Il faut qu'ils intègrent ces règles du jeu-là pour repenser leur métier. Et donc, ce n'est pas de l'extérieur qu'on va venir avec 3 règles du jeu du développement durable pour dire à quelqu'un de refaire son métier. Il y a des expertises métiers, mais comment ces expertises métiers intègrent cette nouvelle clé de lecture qui sont essentielles
et invente des nouvelles réponses. Parce que là, effectivement, il faut passer à des solutions émergentes, en fait, des solutions voilà, qui ne sont pas forcément encore inventées, quoi. Ce que je trouve très intéressant dans ce que tu dis, je me permets d'intervenir, c'est que tu laisses l'expression à la singularité. Je vais creuser juste un petit peu cette phrase. Pour revenir un petit peu en arrière, en fait, la singularité, c'est l'expression du soi, et une organisation, c'est une singularité, comme un homme est une singularité aussi. Et en fait, ce que permet cette approche, finalement, c'est d'avoir c'est tout à l'heure un des participants qui n'est plus là, malheureusement, je pense qu'il aurait eu la réponse à sa question, à poser, poser comme attente d'avoir à sa disposition un outil pour déposer des stratégies plutôt au niveau leadership, plutôt au niveau exécutif, pour pouvoir faire avancer des projets. Et ben, là, ce que tu es en train de dire, c'est que non seulement ça te permet de proposer une stratégie au niveau leadership et exécutif, mais en plus de ça, ça te permet d'exprimer une singularité. Donc, si je pouvais le dire autrement, un espèce d'avantage concurrentiel. En fait, ce que tu es, c'est ta différence véritable. Et ce qu'il y avait d'intéressant aussi tout à l'heure, je voulais dire autre chose par rapport à ce que disait Delphine. Mais ça m'a échappé parce que du coup, j'ai eu un écho qui m'a déstabilisé là. Ça va me revenir. Je te laisse reprendre la parole. Ça vient de m'échapper. L'écho, j'ai eu un écho bizarre là. Ça m'a pas trop plu. Attends, qu'est-ce que c'était? Juste ce que je voulais rajouter sur la communication en matière de Ah oui. sustainability. Donc, c'est qu'on est dans une situation vraiment particulière où en fait un produit sustainable ou des matières sustainable, elles apportent une valeur qui va bien au-delà de l'objet. Donc, elles apportent une valeur liée aux conditions de travail, donc des personnes qui ont fabriqué le produit, qui ont travaillé sur les matières. Elles apportent des valeurs aussi en termes de durabilité dont on a en marketing, on n'a pas parlé pour les vêtements ces 15 dernières années. Donc, d'entendre des marques aujourd'hui qui font des vêtements qui doivent durer 15 ans, 30 ans, qui peuvent être transmis d'une génération à l'autre. Donc, c'est unprecedented, je dirais, en termes de marketing et de communication pour la mode. Et donc, aussi, quand on regarde les instituts de tendance, on voit que ce qui sort dans la mode, il y a de moins en moins de tendances finalement. Cette année, c'est le jaune, c'est comment dire, l'oversize. On voit de nouvelles tendances autour de la diversité, par exemple, le no gender. Donc, ça sort de la sustainability, mais en fait, derrière sustainability, aujourd'hui, c'est un concept beaucoup plus large autour de communauté, d'éthique, donc de respect de l'homme, de respect de l'environnement. C'est une notion beaucoup plus large. Et donc, les marques et les producteurs de matières premières doivent prendre conscience qu'en fait, il y a des enjeux de communication de la produit qui sont totalement différents aujourd'hui. Et on le voit dans les communications des marques et surtout dans un contexte où la publicité est désaffectée par le consommateur. Donc, il faut trouver d'autres moyens d'expliquer aux consommateurs tout ce qu'il y a derrière un produit pour exprimer la valeur ajoutée en fait que représente cette fashion for good. Voilà. Donc, j'encourage à envisager d'autres moyens de communication, voilà, pour parler avec le consommateur et aussi bien peut-être ne pas parler du produit directement, mais parler aussi d'émotions que suscite le produit ou d'une vision du futur de la société. Il y a beaucoup de marques, par exemple, comme Patagonia. Quand vous regardez les communications de Patagonia, on voit rarement les produits, en fait. Et souvent, dans les podcasts aussi, des podcasts qui parlent de sustainability, de marques sustainable, on parlera, par exemple, des émotions, des d'exploits, par exemple, dans l'alpinisme, pour une marque qui vend des produits outdoor. Donc, voilà, je pense que même en termes de communication, il faut explorer tous ces nouveaux possibles et voilà, et tout est plus intéressant pour tout le monde, pour le consommateur aussi. Merci beaucoup Delphine. Oui, ce que je voulais dire rapidement, et après je vais proposer un petit tour de table pour voir ce qu'ont retenu nos participants. Merci encore d'être là avec nous lors de cette masterclass. Ce que je voulais dire tout à l'heure, c'était en lien avec ce que tu disais par rapport
à la petite histoire des Romains qui ont bossé sur la sustainability du monument, en fait, finalement, ça t'empêche d'avoir des investissements qui sont des investissements, quoi qu'il se passe, à se perte, puisque tu ne sais pas où est-ce que tu vas. Finalement, la force de l'outil, c'est que ton futur souhaité, c'est ta visibilité, tu as un backcasting, donc tu as un plan d'action qui t'emmène au futur souhaité, et c'est hyper pertinent. Merci beaucoup, mesdames. Je vous propose à tous et à toutes de nous faire juste un petit feedback de ce que vous avez retenu. Si vous voulez bien allumer vos caméras, allumer vos visios, et puis nous passer un petit coup de métro. Métro, pas micro. Je ne sais pas pourquoi je parle de métro, je ne prends plus le métro depuis un certain temps maintenant. Merci Violaine. Violaine nous dit merci beaucoup, très intéressant sur le chat. Est-ce que quelqu'un va nous faire un petit feedback sur ce qu'il a retenu, entendu? Merci à vous Mathilda. Je sais qu'il y en a certains qui ne peuvent pas intervenir parce qu'ils sont au bureau. Merci d'avoir pris du temps sur votre temps de travail pour nous écouter. Encore une fois, on va essayer de voir avec les Fashion Green Days comment on va s'organiser pour partager un petit peu de messages avec vous sur les réseaux sociaux. Vous pouvez nous retrouver, les Fashion Green Days et nous, sur les pages pro de LinkedIn et puis bien sûr sur LinkedIn. N'hésitez pas. Ouvrir le champ des possibles. Merci beaucoup, Violaine. Merci Sarah pour votre feedback. Alors on n'a pas de chance parce qu'on a beaucoup de... On a de la chance et on n'a pas de chance. On n'a pas de chance parce qu'ils ont tous malheureusement pas de possibilité d'allumer leur micro. Il me semblait que tout à l'heure Émeric avait pu, éventuellement Justine de tête, qui reste avec nous. Je veux bien intervenir. J'ai trouvé la méthode très intéressante et la démarche me semble effectivement parfaitement adaptée. Je m'interrogeais, mais je ne sais pas trop comment formuler la question, le but étant pas d'être négatif, mais sur plusieurs choses qui sont déjà les éventuels biais du survivant dans les exemples qu'on donne, c'est-à-dire est-ce que dès lors qu'on fait une démarche de véritable prospective et d'adapter son comportement, il n'y en a pas qui restent sur le bord de la route parce qu'ils sont partis trop tôt, parce que j'ai du mal à voir comment on peut totalement s'affranchir des acteurs extérieurs qui sont le législateur, la concurrence, le consommateur, des faits de société, des faits des pandémies ou n'importe quoi. C'est-à-dire que je comprends bien comment on peut voir le futur et notre rôle dans un futur durable. Malheureusement, je vois mal comment on peut faire avec les contraintes actuelles pour assurer d'avoir un parcours qui permette d'y accéder sans prendre des risques sur les moments où certaines bascules vont se faire. C'est-à-dire que je pars du principe que dans un futur durable, les externalités seront pénalisées, les externalités négatives seront pénalisées, mais pour l'instant, tant qu'elles ne le sont pas, chaque pari que je fais me met plus en difficulté par rapport au marché. Donc entre ça se fait à 2 ans, ça se fait à 5 ans, ça se fait à 10 ans, et même parfois on voit que le législateur peut faire des allers-retours. J'ai du mal à comprendre ça, tout en validant clairement l'intérêt de la démarche, mais voilà, j'ai du mal à voir comment on se libère de ce risque et comment aussi en interne, avec des contraintes, quand on va parler de grosses structures qui ont aussi des effectifs, des personnes, des compétences, et donc qui doivent organiser des grands mouvements qui prennent du temps, comment est-ce qu'on se préserve de ce risque du faux départ? C'est pas le risque de partir dans la mauvaise direction qui m'inquiète, c'est le fait de partir trop tôt. Alors, c'est une super question. C'est toujours pareil, la super question. On n'a pas le temps de la traiter, mais si, en fait, on a carrément le temps de la traiter. En fait, bien sûr, il y a Alors, en fait, pour moi, c'est vraiment... et ça, pour l'avoir travaillé, par exemple, on avait emmené aussi 10 PME du CJD de Nantes, par exemple. Et les retours de cette expérience, donc ça c'était quelque chose qu'on avait fait en 2000, alors cette expérience de ce travail, parce que ce n'était pas une expérience pour les dirigeants en question, c'était vraiment de dire, mais ça fait partie des clés de lecture du dirigeant. C'est pour ça que quand je posais la question, et si c'était une clé de l'intelligence économique, c'est-à-dire que le dirigeant reste responsable dans la lecture du contexte, du système, nanana. Mais en fait, au lieu de se prendre des réglementations, des coûts, des choses qu'il n'a pas vu venir, là, il est dès le départ averti de tous les champs de questionnement sur lesquels il va falloir qu'il soit acteur. Et après, l'intérêt, c'est que quand on est
justement au clair sur les leads qu'on cherche en fait pour des solutions. Par exemple, Millet, ils étaient coincés avec un solvant chloré et leur fournisseur classique n'avait pas de réponse par rapport à ça et ne s'intéressait pas du tout à eux parce qu'ils étaient un petit consommateur. Et puis en fait, à force de poser cette question-là dans des clubs de dirigeants divers et variés et de porter ces questions-là en permanence, finalement, il a identifié une autre entreprise avec laquelle ils ont fait un co-développement. Donc ils ont choisi à un moment de mettre des billes sur la table, mais finalement, ça s'est traduit pour un nouveau marché pour cette autre entreprise, une solution pour lui, qui au départ était un peu plus cher, mais finalement s'est révélé être moins évaporable. Enfin, donc Millet, par exemple, c'est plus de 1000 actions sur des choses, des tout petits pas, et puis des grands pas, parce que j'insiste sur cet aspect-là, c'est-à-dire qu'ils ont quand même monté 3 boîtes derrière ça, quoi. Donc ils ont vraiment... Après, pour moi, c'est que le dirigeant, au lieu de naviguer à vue par rapport à cet objet du développement durable qui est assez impalpable finalement, là, il a centré ses questions. Et donc, après ça, il rentre dans sa machine de fonctionnement dirigeant, qui est de dire, en R&D, par exemple, Romanas, ils ont dit, on scrutinise tous nos développements au regard de ces 8 conditions. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ont le produit. Donc, en fait, c'est une petite grille de lecture qualitative qui va permettre de voir qu'on n'a pas des trous dans la raquette ou qui va permettre de révéler qu'il y a un champ sur lequel on ne s'est pas questionné. Et donc après, du coup, ça veut dire que je cible ma recherche des super experts des composants additifs de la chimie, mais qu'en même temps, je ne suis pas déconnectée du monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on a des panneaux photovoltaïques ou toutes nos technologies qui sont à base de métaux lourds, on dit, zut, les gars qui ont inventé ça, à la fois génial, mais en même temps, ça veut dire qu'ils étaient dans leur laboratoire et qu'à un moment, ils ne se sont pas posé la question de dire les terres rares, ça vient d'où? Et les terres rares, il se révèle que c'est rare et qu'aujourd'hui, c'est un impact géopolitique délirant. Alors peut-être qu'on n'aurait pas pu faire autrement qu'avec des terres rares, mais en tout cas, le problème, c'est qu'on ne s'est pas posé la question en amont. Donc maintenant, on s'est engagé dans une voie qui dépend des terres rares et forcément, sortir de cette stratégie-là, elle est bien plus coûteuse que si on avait posé la question en amont. Donc en fait, c'est vraiment à ce niveau-là qu'il faut le voir, quoi. C'est vraiment de se dire, c'est pas... Et donc, à partir de là, le dirigeant, il va gérer la vitesse à laquelle il avance, ce qu'il peut réguler, ce qu'il ne peut pas réguler. Il peut aller challenger. Nous, on a fait ça aussi avec Nike, donc cette analyse de cycle de vie stratégique. Après, je peux aller challenger mes fournisseurs, mes clients, en disant, avec vous, j'ai 3 cases rouges. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour que, avec vous, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire pour me répondre à mes questions? Où il va falloir que j'aille voir ailleurs, finalement, qui est aussi ce qu'a fait le groupe Millet, en fait, pour certains de ces éléments. Donc, c'est vraiment des clés d'information stratégique pour ne pas être perdu dans la complexité de tout ce qui a manœuvré aujourd'hui. Est-ce que je réponds à cette question, Émeric? Alors, si notre exemple de cette vision stratégique, Lévis a fait une analyse de son cycle de vie et pour rechercher quelles étaient les parties du cycle où il y avait des leviers qui étaient inexploités. Et ils se sont rendus compte que ce qui pénalisait le plus Lévis, l'utilisation des produits, c'était le customer care. Donc, qu'il y avait des disparités énormes chez le client, en fait, sur l'entretien des produits. Donc, même si c'est en dehors de leur zone de maîtrise du cycle de vie du produit, ils sont allés agir auprès des clients pour donner des guidance sur le customer care. Donc, en regardant au-delà, en fait, de leur zone de contrôle immédiat. Et donc, c'est là qu'ils ont identifié les principales sources d'économie d'énergie. Donc, par exemple, les Français laveront 2 fois en moyenne laveront le jean 2 fois après l'avoir porté, là où les vis recommanderaient, par exemple, de laver 10 fois après avoir porté un jean. Donc, il y a énormément d'enjeux, en fait, sur soit les relations avec le client, soit les relations avec le fournisseur. Et juste, Émeric, c'est une bonne manière de reformuler les choses, effectivement. C'est-à-dire que là,
Et je reviens sur cette diapo par rapport au fait qu'effectivement, ce que vous évoquez, c'est de dire, bah là, la démarche ne permet pas forcément de mettre en place la bonne solution au bon moment, mais garantit de ne pas mettre en place des mauvaises. Donc, en fait, quand on n'est pas dans les mauvaises, quelque part, on est dans les bonnes. Mais surtout, ce que je voulais évoquer, c'est que comme on est dans la complexité, en fait, il n'y a pas une bonne solution. Il va y avoir plusieurs bonnes solutions, en fait, qui vont être adaptées à votre contexte, à votre manière à votre singularité, en fait, comme le pointait tout à l'heure Mohamed. C'est vraiment ça. C'est-à-dire que là, on donne juste le terrain de jeu. Et après, vous jouez comme vous voulez dans ce terrain de jeu avec cette manière avec toute votre expertise, en fait. Mais du coup, si je pose la même question dans le même champ de compétences à des personnes différentes avec le même système de contraintes, ils ne vont pas donner la même réponse parce qu'il n'y a pas qu'une bonne réponse. On n'est pas dans le monde du simple où il n'y a que la meilleure pratique qui est un peu voilà, ce qu'on cherche un peu dans l'industrie parce que c'est vrai qu'on se dit du coup c'est le truc à faire. Mais en fait là on voit qu'il y a la complexité et donc il y a le besoin d'aller chercher vers des nouvelles solutions et cultiver cette émergence-là. Mais d'expérience avec des petites et des grandes boîtes, en fait, si vous donnez cette clé de lecture-là, parce que j'ai beaucoup parlé de ce qu'on peut faire au niveau de la direction, parce qu'on travaille la stratégie de l'entreprise, mais après, chez Millet, c'est tous les collaborateurs qui ont été formés. Alors, on ne passe pas 3 heures, mais en fait, tant qu'on n'a pas l'abécédaire, on ne peut pas travailler, quoi. Mais avec cette paire de lunettes-là, du coup, pour que chacun regarde son métier, ils se disent, OK, ça ne va pas, ça ne va pas. Et après, d'aller chercher les solutions. Des fois, c'est des solutions dont on a la maîtrise directement. Des fois, c'est des solutions pour lesquelles il va falloir aller challenger sa chaîne de fournisseurs ou de clients. Mesdames, je dois vous dire qu'il est 12h36. Je pense qu'on devait crois. finir à 12h30. En fait, il n'y avait pas d'autres ateliers derrière, donc on a Ah, bon, tant qu'il n'y a pas d'intervention de l'équipe d'animation, je vous le dis quand même au cas où, parce que je ne voudrais pas qu'on soit coupé trop rapidement. Merci à Aymeric pour sa question. Ce que je vous propose peut-être, c'est on va essayer de clôturer là avec une phrase, un petit élément, et puis je voudrais dire peut-être avant que qu'on conclue, je vous invite à aller voir la page pro de MySenseiLab et de Too Good Media. Vous allez retrouver des informations sur MySenseiLab, notamment une plaquette de présentation sur les éléments dont on vient de parler aujourd'hui, avec des vidéos et des éléments de compréhension qui vont venir s'ajouter à ce que Caroline vous a présenté aujourd'hui. Merci pour la présentation, Caroline, c'était génial. Je voudrais remercier Delphine aussi pour son intervention qui était au top. Merci pour ta présence avec nous. Tu as pu nous aider à contextualiser avec le monde de fashion la problématique. Et je vous rappelle que Too Good Media, c'est un podcast qui vous permet de découvrir le monde fashion au travers d'un regard sustainable. Et vous pourrez retrouver sa page pro sur LinkedIn. Et il y a un Instagram de Delphine, c'est ça, hein? Oui. Okay. @TooGoodMedia. Too Good avec un 2. Ok. Juste un dernier mot sur MySenseiLab. Pour faciliter l'accès à l'outil, on a créé des parcours qui sont hyper simples, des parcours de formation, un parcours de formation pour vous rendre autonome et responsable. Oui, parce que quand on parle de singularité, on ne dit pas qu'on doit être accompagné, on dit qu'on doit être en capacité de décider et de faire seul. Et donc, on a monté des formations pour donner accès, une formation initiation pour donner accès à l'outil. C'est une formation qui est ouverte à toutes les industries, tous les métiers, donc il n'y aura pas de jaloux en intra, en inter. Et puis, nous, on remercie, moi, je tiens à remercier au nom de l'équipe de MySenseiLab les Fashion Green Days qui nous ont permis d'intervenir aujourd'hui et de parler d'un sujet qui nous est commun et qui est très important pour nous, à savoir la sustainability dans le monde du textile. Je vous propose de conclure en une phrase. Qu'est-ce que vous aimeriez offrir à nos auditeurs? J'ai l'impression d'être un animateur de radio, c'est un nouveau métier pour moi. J'adore. Qu'est-ce que je propose? Delphine, est-ce que tu as une phrase pour conclure, s'il te plaît? J'aurais envie de dire nous croyons tous à la good fashion. Donc, donc sustainable, une vision du futur de la mode pour les nouvelles générations. Voilà, il y a un mouvement qui est entamé et je pense qu'il ira jusqu'au bout.
Caroline, un petit mot de conclusion, puis je termine. Moi, j'ai envie de remettre ça, en fait. C'est qu'effectivement, là, Oui. aujourd'hui, on est challengé. Et effectivement, on a le choix de faire future proof, c'est-à-dire, je ne lis pas ce que me dit le système. Ou future fit, je me demande quelles sont les règles du jeu. Et du coup, je recontextualise mes questions. Et après, je tricote mes solutions au rythme où je peux pour oser ces transformations si vitales et si profitables, en fait. Merci Caroline. Moi, pour conclure, je dirais que jusqu'à maintenant, je jouais à un jeu dont je ne connaissais pas les règles et créer des entreprises, développer des stratégies dans les entreprises. C'est un métier, effectivement, mais c'est un métier à qui il manquait quelque chose qui nous permette d'être plus dans ce fameux mot qu'on a utilisé 37 803 fois aujourd'hui, qui est la sustainability. Et l'approche du FSSD permet aujourd'hui à n'importe lequel des humains de se poser dans un cadre avec une méthode pour pouvoir développer et déployer au sein de son projet ou au sein de son organisation l'outil. Et il serait temps d'arrêter d'acheter des jeux sans boîte, des boîtes sans règles du jeu, et juste de reprendre les règles du jeu et de jouer, quoi. Et amusons-nous parce que le champ des possibles est ouvert. Donc merci à tous pour votre disponibilité, merci pour votre présence. Merci mesdames pour votre intervention de qualité. Merci au Fashion Green Days encore pour votre invitation.